Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, il y a eu 2 semaines de pause parlementaire pour ce qu'on appelle la semaine de relâche allongée là, à l'Assemblée nationale. Ça reprenait les travaux hier et on a repris sur le même thème, ça clique. Oui, et vraiment, ça a commencé en Lyon, là, parce que on a eu la nomination notamment de cette enquête publique. Qui sera à la tête de ça? C'est le juge Denis Galland. Et là, les oppositions ont dit, attends une minute, attends un peu, là, on se souviendra, commission Charbonneau, ancien procureur, avec Sonia Lebel. Est-ce que les deux ont encore des liens aujourd'hui? Les oppositions n'étaient pas très, très heureux de cette nomination-là. Maintenant, ça commence à faire de l'enquête, puis pas à peu près. Là. Il y a, l'enquête publique, l'enquête aussi de l'Autorité des marchés publics, l'enquête interne du ministère des Transports, que va faire l'UPAC également. Et les oppositions ont continué d'avoir dans leur ligne de mire 2 ministres. La ministre Geneviève Guilbeault, le ministre François Bonnardel. Même dans Le Devoir ce matin, on apprend Il demande une autre enquête. Oui, que le Parti libéral réclame une autre enquête. Ben oui, une enquête sur un autre possible outrage au Parlement. On se souviendra du premier outrage au Parlement. Madame Guilbeault, là, qui avait été visée en raison des délais dépassés pour déposer le rapport annuel de la SAC. Et là, le deuxième outrage viserait donc les dirigeants de la SAC qui auraient donc induit les parlementaires dans l'erreur. Alors là, les libéraux réclament cette enquête-là. Je vous fais entendre successivement là, les partis d'opposition qui mettent de la pression en ce qui concerne Denis Galland, suivi de la réaction notamment de Simon Jolin-Barrette et de la principale intéressée, Sonia Lebel. C'est un secret pour personne qu'on se connaît depuis la commission Charbonneau. Je peux pas croire qu'il n'aurait pas pu nommer quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui peuvent faire ce travail-là avec compétence au Québec. Pourquoi choisir quelqu'un qui a des liens étroits avec la personne en charge du Conseil du Trésor? Je pense que l'intégrité de M. Galland et de Mme Lebel ne doit pas être remise en question. Alors, vous avez reconnu Marc Tanguay, Paul Saint-Pierre Plamondon des oppositions. Ouais. Je comprends que l'opposition, c'est le principe d'avoir un os, puis tu penses qu'il reste de la viande dessus, puis tu veux gruger. Mais, et donc, ils lâcheront pas. Puis on se comprend qu'il y a eu quelque chose d'épouvantable qui est arrivé à la SAC, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, les oppositions devraient saisir qu'ils ont demandé une enquête publique. Et un des défauts de demander une enquête publique, c'est que tu acceptes que... Ils l'ont demandé, là. Mais tu acceptes que toutes les choses vont être évaluées dans l'enquête publique. Là. Ils vont se faire répondre... tous les jours. L'enquête publique que vous avez demandée va questionner le ministre Bonnardel, va questionner tout le monde. Ceci dit, pour moi, c'est une affaire qui est gérée par la CAQ, là, vraiment, là, de façon... j'ai jamais vu un gouvernement faire tout pour grossir... Plutôt que de gérer une situation, tout faire pour la grossir. À mon avis, d'abord, il y avait déjà 3 enquêtes en cours. Ça justifiait pas une enquête publique qui va coûter extrêmement cher et tout ça. De 2, de demander la démission, de pousser dehors Éric Kerr, c'est juste de dire à l'opposition, posez plus de questions en chambre, vous allez avoir un 2e ministre puis un 3e ministre. Éric Kerr aurait jamais dû démissionner. Alors, c'est un gouvernement en panique, là, qui... Oui, si quelqu'un... Si tu fais une enquête publique, mais dis qu'au terme de ça, les gens démissionneront si l'enquête publique démontre une responsabilité grave là, dans le gaspillage de fonds publics ou des responsabilités, des fautes lourdes dans les causes du scandale. Mais là, c'est vraiment c'est la panique au gouvernement. Et depuis le début de cette affaire-là, ça me rappelle quand François Legault, en panique, avait dit « On n'en ramassera plus d'argent. On n'en fera plus un souper de financement, plus un cocktail. » Parce qu'il y avait eu un couple à qui on avait vendu, des employés d'un bureau de comté, dans un seul comté, avaient vendu maladroitement aux parents d'une jeune fille décédée, une jeune femme décédée dans un accident d'auto. Ils avaient vendu des billets en disant « Tu vas rencontrer un ministre des Transports. » C'était maladroit. Mais c'était une maladresse d'un employé de circonscription. C'est ça. Et non. Est-ce que l'ensemble du parti, dans les 125 comtés, allait arrêter de recueillir des fonds, ce qui est un acte fondamental en politique, pour ça? Parce que là, l'opposition fait du bruit, puis les journalistes embarquent, ça fait du tapage. À un moment donné,
Je veux dire, c'est comme dans un bar, là, quand il y a un taureau mécanique, là, accroche-toi pour impoigner un peu si tu veux durer 10 secondes. Je veux dire, tu comprends? Si tu paniques des 2 premières secondes, tu mets la main sur ta tête, là, je t'annonce que tu vas voler. Enfin, c'est une histoire, là, parce que là, le résultat aussi, c'est quoi? On va mettre Denis Galland. Hier soir, je disais qu'on pourrait faire une enquête. On fait l'enquête publique avec Denis Galland, mais là, est-ce que Denis Galland était la bonne personne? Une enquête sur l'enquête. On pourrait faire une enquête sur l'enquête publique pour savoir si... Non, c'est qu'il y a un point où ça tourne au ridicule. Et là, ce matin, Le Devoir qui en rajoute sur le moment où François Bonnardel aurait eu les premières indications quand il était ministre des Transports. Tout à fait. Une enquête de Marie-Michel Sioui, Stéphanie Vallet, Amélie Pineda. Le Devoir titre Bonnardel au courant depuis 2021 des problèmes de sa clique. Donc, on fait référence à une rencontre qui se serait tenue en septembre 2021 sur des changements budgétaires, sur les évaluations de risque d'un vérificateur externe. Dans toute cette transformation numérique, Le Devoir a obtenu donc certains documents. Maintenant, qui était présent à cette rencontre-là, qui a eu lieu le 28 septembre 2021, dans les bureaux du ministère des Transports? Il y avait 5 membres de la haute direction de la SAAQ. On avait la présidente de l'époque, Nathalie Tremblay, le président du CA, Conrad Sioui, et il y avait également Sébastien Lépine, chef de cabinet de M. Bonnardel à l'époque. Geneviève Guilbeault aussi faisait partie de ces personnes présentes. Alors, tu sais, qui savait quoi, à quel moment? La pression va s'accentuer. Qu'est-ce qui a été dit exactement à cette rencontre-là? Là? On n'y était pas. Il y aurait été question des coûts qui explosent. Oui, les coûts de la livraison 2, là, qui avaient pratiquement quadruplé selon les documents présentés à ce moment-là au ministre des Transports. Là, quand on parle de livraison 2, c'est tous les services d'immatriculation, permis de conduire. Il y avait une note aussi, selon ce que je peux lire dans Le Devoir, là, que le contrat initial d'une valeur de 458 millions de dollars serait suffisant juste pour assurer la livraison 2 uniquement. Alors, le budget total, là, à ce moment-là, ça montait à 682 millions. Et là, il y a une 3e et dernière phase qui devait être autorisée par le CA. Alors, on voit qu'il y avait une gradation dans les coûts. Ça continuait d'augmenter. Les lumières commençaient à être jaune-orange sur le tableau de bord. Divulgation des factures de voyage par les députés à l'Assemblée nationale. C'est la présidente, évidemment, qui est comme la bosse de l'Assemblée nationale. Et là, hier, la présidente de l'Assemblée qui a dû faire un point de presse, répondre aux questions des journalistes sur les voyages de députés. Elle s'est dite menottée par les règles qui ne prévoient pas autant de transparence. Là, il y a le Parti québécois, il y a Québec solidaire qui demande maintenant à la présidente de l'Assemblée nationale de divulguer les factures détaillées des missions interparlementaires à l'étranger. Parce que, ce qui avait énormément fait réagir, révélation de nos collègues du journal, une mission de 3 jours. 3 jours au Japon, on est en avril 2024, pour 3 personnes, 93 000. Mais finalement, c'est pas 3, là, parce que là, il y a délégation. C'est ça. Mais non, c'est-à-dire que c'est 3 personnes officielles, mais là, il y a des employés de l'Assemblée nationale, des accompagnateurs. C'est déjà une question, là, combien d'accompagnateurs? Tu sais, t'amènes des élus. Combien d'accompagnateurs? Mettons, pour 3 élus, est-ce que tu amènes 3 accompagnateurs ou 1 accompagnateur? Très bonne question. Surtout si tu voyages en première classe puis que tu payes des billets d'avion chers, combien t'amènes? Il y a beaucoup de questions là, qui se posent autour de ça. Là. Et ce qu'on a dans le journal ce matin, par exemple, là, dans le sommaire des dépenses de Mme Roy, là, lors de cette mission-là au Japon, transport, 12 467 $. Alors ça, probablement, est-ce que c'est un billet en première classe? C'est pas indiqué, mais tu as fait certains tests hier, tu t'es amusé à faire monter une facture. 329 $ de repas. C'est quand même plus raisonnable. 1878 $ d'hébergement et 243 $ dans la catégorie d'hiver pour un total, pour elle, de 14 918 pour ce voyage-là au Japon en mai 2024 pour 3 jours. Maintenant, la question qui se pose aussi, c'est que pourquoi les présidents de l'Assemblée nationale n'ont pas la même méthode? Souvenons-nous de François Paradis. Lui, là, il rendait public... Mais il y a eu un vote là-dessus. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a quelque chose qui s'appelle le bureau de l'Assemblée, qui est un peu le conseil d'administration des affaires de l'Assemblée nationale. Et là, il y a eu un vote. Et ce sont les députés qui ont choisi une divulgation plus large. Parce que dans le fond, on va dire, elle, c'est transparent, là. Je vous dis, on est allé à Kyoto. Je vous dis qui est allé. Je vous dis l'objectif de la mission, puis je vous dis ça a coûté 93 000 $.
Ce qui n'est pas divulgué, c'est la ventilation du 93 000. Là. Alors, on est-tu capable de voir, y a-tu un souper avec des bouteilles de vin cher puis un party là, qui n'est pas justifiable? Ouais, mais là, dans ce cas-ci, tu sais, 329 $. Mais elle, dans le fond, elle a divulgué par transparence ses propres dépenses. C'est ça. Mais on se souviendra de François Paradis. Lui, c'était le fin détail. Là. Le croque-monsieur à 16 €. Tu sais, c'était vraiment dans le fin détail. Oui, parce que lui, il remettait les factures. Mais c'est un vote de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il date de 2021. Est-ce qu'on en prendra un autre? Peut-être que... là, il y a au moins 2 partis qui proposent une transparence et le retour à la transparence. Et notre ami Y, caricaturiste du journal, a immortalisé ça. J'ai vu. Allez voir ça, je vais vous décrire ça là, du mieux que je peux. Donc, on est à l'intérieur d'un appareil, d'un avion, et là, Mme Roy est non pas sur un siège normal, mais sur son trône de l'Assemblée nationale, assise, je pense pas qu'elle va l'aimer, cette caricature-là, assise sur une pile d'argent avec du champagne. Je pense qu'il y a de l'or dans le champagne. Les voyages de Nathalie, c'est ce que Y titre. Vraiment. Ouais. C'est un peu chiant pour elle parce que 2 choses. D'abord, on oublie, elle les fait pas tous, les voyages. La présidente n'est pas de tous. C'est des voyages de députés. Elle est souvent là comme un peu la présidente de la délégation, mais elle fait pas tous les voyages de 1. Donc, c'est pas toujours ses voyages. Et de 2, c'est effectivement un vote des députés auquel je pense qu'elle n'a même pas le droit de vote. Là. La présidente, elle est leur porte-parole, mais c'est un vote des députés. Donc, c'est la CAQ, le Parti libéral, qui domine là, au conseil d'administration, au bureau de l'Assemblée nationale, qui ont décidé des règles de divulgation. Donc, ils lui ont demandé de ne pas divulguer le fin détail des factures. Elle est pognée avec ça aujourd'hui. Mark Carney qui était de retour au Canada hier à Iqaluit, aujourd'hui de retour à Ottawa. Beaucoup de choses là, autour du nouveau premier ministre. Oui, je comprends. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'il fera aujourd'hui? Il va présider une rencontre virtuelle du Conseil du premier ministre sur les relations canado-américaines cet après-midi à 13h et à 15h. Il va présider la rencontre du comité du cabinet chargé des relations canado-américaines et de la sécurité nationale. Donc, on va beaucoup parler des États-Unis encore aujourd'hui. À venir cette semaine, vendredi, rencontre des premiers ministres des provinces et des territoires. Et ce qui nous amènera, ultimement, en fin de semaine, est-ce que ce sera samedi, est-ce que ce sera dimanche? Le déclenchement des élections, il y a même un 3e scénario. Là. Lundi? Oui, lundi matin. Parce qu'officiellement, on dit les libéraux veulent pas la rentrée parlementaire. Ils veulent pas siéger au Parlement. Mais le Parlement reprend lundi en journée. Donc, si tu déclenches des élections lundi... Par exemple, tu fais un déclenchement lundi matin à 10h. Ce serait théoriquement... oui, ça a le même effet. Ça a le même effet qu'un déclenchement dimanche. Donc, Donc, il y a scénario fin de semaine, puis il y a scénario lundi matin. Es-tu en train de dire qu'on a bloqué notre agenda en fin de semaine pour rien, là? T'es en train de dire qu'on l'a pas bloqué pour rien. Ne le sachant pas, nous devons demeurer disponibles. On n'a pas le choix. Alors, vendredi, bien sûr que, ce sera une rencontre importante avec les premiers ministres des provinces et des territoires. Et hier, il faut revenir aussi sur cette annonce-là. Le Canada qui s'allie avec l'Australie pour construire un nouveau système de radar à 6 milliards qui va permettre de détecter toutes sortes de menaces en provenance de l'Arctique. Il a fait cette annonce-là, d'ailleurs, au Nunavik. Et il y a... Samedi, tu sais, je voyais l'annonce hier, puis je trouve ça très bon, là, je trouve ça... Mais je me dis, c'est une annonce qui était déjà prête. Là. Ah oui, il n'a pas réglé ça. Il n'a pas réglé ça hier. C'est vrai que Mark Carney a pensé à ça après son élection comme chef du parti il y a 10 jours, puis que là, c'est déjà tout prêt à faire l'annonce, puis avec les coûts à évaluer. Non, ça, faut, effectivement, là, ça, c'est clair. Il n'a pas sorti ça. Il n'a pas sorti ça de sa manche hier. Il y a beaucoup de questions concernant les avoirs, les actifs de Mark Carney, surtout dans la... Et il les aime pas. Non, il les aime pas. On a vu certains extraits de points de presse circuler alors qu'il était en Europe. Il se faisait talonner par les médias anglophones sur, justement, sur ses avoirs qui ont été placés. Sur la divulgation, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Oui, et là, ce qu'on apprend, notamment c'est Bloomberg, 6,8 millions de dollars américains, c'est ce que valaient en décembre les parts donc, de Mark Carney dans Brookfield Asset Management, l'entreprise de gestion d'actifs qu'il présidait. Alors, c'est Bloomberg qui a publié ça après la divulgation du rapport annuel de la compagnie que le bureau d'enquête a consulté. Et ça, j'ai l'impression, cette pression-là va se faire de plus en plus forte là, sur Mark Carney. Mais cette pression-là se fait de plus en plus forte. D'où ma surprise qu'hier, j'ai eu l'impression que Pierre Poilievre a tout fait, alors que les conservateurs disent « Hey, aux journalistes, il faut que les questions soient posées sur Mark Carney, ses conflits d'intérêts. » Au moment où le questionnement commence à lever, là, les gens commencent à poser des questions, on aurait dit que Pierre Poilievre faisait exprès pour enlever la pression sur Mark Carney en lançant
un pavé dans la mare plus gros. Oui. L'équipe de campagne de Pierre Poilievre qui a décidé de restreindre l'accès aux médias à bord d'un autobus ou encore d'un avion de campagne conservateur. Alors là, ça, c'est la directrice nationale de campagne qui a envoyé un courriel et qui a expliqué que c'est une décision qui était partiellement due aux coûts de déplacement qui ont considérablement augmenté. Elle a quand même voulu assurer que les conservateurs allaient mener une campagne qui va garantir un accès médiatique juste et équitable. Et elle termine en disant qu'il y a des mesures qui seraient mises en place pour faciliter la planification des déplacements des journalistes, avec des préavis, avec des ressources technologiques pour diffuser les points de presse. Mais selon toi, est-ce que les conservateurs se sont tirés dans le pied en faisant ça? D'abord, la question des coûts, elle a été vraiment, vraiment réfutée par nombre de représentants des médias pour rassurer les gens, les journalistes qui suivent les caravanes de campagne ne sont pas, parce que tu sais que c'est dit et c'est redit, là, qui sont à la solde ou qui se font payer par les partis, c'est faux. Ils payent leur place. Donc, on dit, mettons, l'autobus, là, ça va coûter tant, la location de l'autobus, mettre l'essence dedans, tant, ça revient à tant du kilomètre. Donc, on dit, OK, par place dans l'autobus, ça coûte 1000$ par jour. Ça coûte, voici le prix pour une place. Donc, ça augmente. Après ça, un média peut dire, comme c'est déjà arrivé, mettons, prends un média privé comme TVA, on va dire, tel parti politique qui va chercher un petit nombre de votes, ça coûte trop cher. Mettons, les 3 premières semaines de la campagne, on va les suivre. Pas qu'on les couvrira plus, on va les suivre à distance. On va prendre leur communiqué de presse, on va envoyer un journaliste local à la conférence de presse, on va prendre d'autres moyens pour rapporter leurs propos. Puis la 4e semaine, on embarque dans on embarquera. Alors, les partis majeurs, généralement, les 2 qui ont le plus de chances de former le gouvernement, on va les suivre du début, mais c'est donc des décisions budgétaires parce que être dans les autobus, ça coûte quelque chose. Bon. Ce que probablement M. Poilievre craint, ce qu'ils veulent éliminer, c'est l'effet de meute. Parce que les journalistes sont en gang. Quand ils se mettent contre toi... Ça, l'as-tu déjà vécu en campagne? Incroyable. C'est pas de bon sens. Puis, par hasard. Si je disais toute ma pensée, c'est que l'effet de meute, il faut toujours penser que si Radio-Canada t'aime comme parti, là, ils sont tellement nombreux. Tu sais, on oublie ça, mais mettons, tu as 20 journalistes. Il y en a 10 de Radio-Canada. Tu sais, les gens, le public comprend pas ça, mais il y en a 10 de Radio-Canada parce que là, t'as Radio-Canada Radio, Radio-Canada TV, CBC Radio, CBC Television. Puis là, t'en as un autre de Radio-Canada, lui qui fait... Lui, il est pas dans la couverture quotidienne, il est dans l'émission de la fin de semaine, puis il y en a un autre pour l'émission du soir, puis tout ça. Alors que les médias privés, là... Tu sais, t'as un représentant, c'est tout, là. Il fait tout. C'est pas commencer à en envoyer 9 dans le même autobus payé par la... on n'a pas 9, de toute façon. Non, c'est ça. C'est de la salle. Fait que t'es tellement dans une autre réalité que, mettons, l'effet de meute, t'as quasiment la moitié des médias que c'est Radio-Canada. Fait que si t'es comme les conservateurs, puis que toi, tu proposes de couper CBC. Les autres, ils proposent carrément de garder Radio-Canada en français, puis de couper les vives à CBC, puis que tu penses que tu vas avoir Radio-Canada contre toi. Évidemment, Radio-Canada assure une couverture neutre, objective, journalistique, puis tout ça. Mais mettons que tu penses que tu vas les avoir contre toi, c'est certain que tu crains l'effet de meute. Mais personne ne comprend ça. Donc, l'effet dans le public de Poilievre, à mon avis, l'erreur, c'est que là, ça crée l'impression que ça, c'est du Trump, puis là, c'est d'être contre les journalistes, puis de pas vouloir la transparence, puis de vouloir nuire au travail journalistique. Et aujourd'hui, tout ce que ça fait, ça diminue la pression sur Mark Carney, sur la question qui devenait ultra chaude là, de ses actifs, de ses avoirs. Alors, est-ce que c'est à ce moment-ci maladroit? Mais là, je suppose qu'il n'y avait pas le choix de l'annoncer. Si les autobus, si les caravanes de campagne partent lundi, faut que tu aies été rendu au milieu de la semaine, il faut que tu avertisses les journalistes, mais ça n'aura pas été payant comme annonce. C'est vrai que ça donne la perception de se dire, s'il est élu, est-ce qu'on aura donc moins de transparence? C'est vrai que la première chose auquel on pense, mais quand tu l'expliques, je me dis, s'il l'avait pas expliqué comme ça aurait aidé. Il peut pas l'expliquer comme ça. Non. Il peut pas lui l'expliquer comme ça. L'autre, ce qu'ils disent, c'est qu'il va avoir autant d'accès, que les journalistes, mettons ceux qui sont de la presse nationale qui vont vouloir les suivre, vont pouvoir les suivre virtuellement, mais bon, on se comprend que c'est pas la même affaire. Est-ce qu'on aura une trêve dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie? Il m'a dit que il n'est pas sorti grand-chose de l'appel téléphonique d'hier. Là. Un appel quand même de 90 minutes où... même M. Trump, hier, a parlé plus de 2 heures. Plus de 2 heures. Ouais, c'est ça, Fox. C'est peut-être le bout où on parlait de hockey. Ça a peut-être prolongé. C'est peut-être 90 minutes sur l'Ukraine. Il y a aussi parfois de l'enflure dans tout ce que M. Trump touche. Ah oui, c'est rare. Semble-t-il que, quand même une rencontre téléphonique, bien sûr, qui était très, très, très attendue. Voici ce qui est ressorti de ça. Donc, les 2 hommes en sont venus à un accord en vue d'une trêve, mais une trêve très limitée en Ukraine. C'est un accord
accord qui exige un arrêt des frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant 1 mois et le démarrage immédiat de négociations sur une éventuelle fin de conflit. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu général qui a été convenu dans cette rencontre-là. Puis même ce qui était demandé, c'était même pas général. C'était le cessez-le-feu entendu avec Zelensky. C'est ça. C'était en mer et dans les airs. Donc, même pas sur terre, même pas l'armée de terre. Alors là, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, quelques heures après cette rencontre, cette discussion téléphonique-là, a dit que son pays avait fait l'objet de nouvelles frappes russes. Il y a même un hôpital qui a été touché. Et tu parlais de la rencontre, de l'entrevue à Fox de Donald Trump. Plusieurs sujets qui ont été abordés, notamment le 51e État. Hein? Il y en a remis. Oui, il en a remis parce qu'il a avoué être plus sévère à l'endroit du Canada parce que, selon lui, le Canada devrait devenir le 51e État. Pourquoi vous êtes plus dur avec le Canada? Ben parce que le Canada est un des pays les plus désagréables avec lesquels traiter, selon Trump. C'est le Canada. Puis là, on lui a redemandé, là, ça pourrait changer de gouvernement. Il y a un nouveau premier ministre, M. Carney, mais il va y avoir des élections. Ça pourrait être les conservateurs. Oui, il a fait part de ses préférences. Il préférait négocier avec un gouvernement libéral. Et non un gouvernement conservateur. Il a attaqué Pierre Poilievre en disant que le chef conservateur n'était bêtement pas son ami. Il a dit « je le connais pas », mais il a dit des choses négatives. Et quand il dit ce genre de choses, je pourrais m'en ficher davantage. Alors, mais ça, il va falloir voir de quelle façon ça va être récupéré, parce que souvent, les libéraux associent beaucoup Poilievre, Trump. Mais Trump veut rien savoir de Poilievre. Non, c'est ça. Alors, comment les conservateurs? Est-ce que ça va être bon pour les conservateurs ou est-ce qu'au contraire, on va dire, il sera pas mieux que les libéraux, ça va rester une relation tendue? C'est ce qui est à voir. Décès de la poète parolière Denise Boucher. Elle est décédée hier vers 14h15. Elle a demandé l'aide médicale à mourir. Elle est décédée à l'âge de 89 ans. Une grande féministe, on dit ultra-féministe, celle qui a défié la censure, qui en a même fait de la prison dans sa carrière. Ce qui l'a fait connaître dans tout ce qu'elle a fait, c'est en 1978, quand elle a mis au monde la pièce « Les fées ont soif ». Ça a fait un scandale au TNM, où elle mettait les 3 archétypes féminins, la mère, la sainte, la putain. Il y a eu des manifestations, le Conseil des arts menaçait le TNM d'enlever dans les subventions. C'était quelque chose. C'est une pièce qui a été reprise d'ailleurs en 2018 par Sophie Clément, qui a été la metteur en scène, mais qui faisait partie de la pièce en 1978. Elle a aussi composé plusieurs chansons pour Pauline Julien, Louise Forestier, Dan Bigra, Jerry Boulet. Jerry Boulet, vous allez reconnaître dans les prochaines secondes sa chanson, mais elle était également derrière l'album Jézabel. Je vous ai préparé un petit montage des chansons qu'elle a composées. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Si je n'étais pas venu vers vous pour vous aimer, les oies reviennent au bout de l'île, le fleuve se cache sous les baleines. Je pensais jamais, je pensais jamais que je pourrais faire ça. Je pensais jamais, je pensais jamais que je pourrais faire ça. Et Dan Bigra l'a accompagné jusqu'à la fin. Oui, Dan Bigra, vous avez entendu l'une de ses chansons qu'il a composée pour elle. Il a rencontré Denise grâce à Jerry Boulet. Il était avec elle jusqu'à la toute fin. Il a raconté justement les derniers moments de sa vie. C'est pour ça que je suis un peu émotif. Quand c'est très dur, j'ai tendance à être un peu dur moi-même puis à être pleuré plus tard. Mais là, c'est que c'est entouré de très, 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 très belles choses. Elle avait tous ses amis. Une peintre. Et tu as réussi à nous faire rire. Nous autres, on lui a chanté des chansons. C'est qu'on l'aimait. Puis, quand c'est trop dur, il y a quelqu'un qui sortait pleurer. Puis qui revenait après. Parce que elle était capable de parler pas pire pour quelqu'un qui ne restait pas beaucoup de poumons. Et puis, la pauvre médecin qui administrait l'aide à mourir est venue. Elle était évidemment hyper gentille et plus que compétente. Ça nous prend des gens comme ça dans la vie, je trouve. Elle a posé la question à Denise. Est-ce que vous désirez encore mourir? Puis Denise est venue en maudit. J'ai souvent d'avoir changé d'idée, tu sais.
Là, le pauvre médecin était là, puis elle dit « Oui, mais je suis obligé de vous le demander, c'est la loi. » « Oui, mais elle dit « Tagassa. » Bref, quand Denise prend une décision, ça ne fait pas changer. C'est comme ça, que ce soit celle-là ou un autre. Elle était admise au CHUM depuis quelques semaines pour problèmes respiratoires. On en parlera d'ailleurs dans une heure à peu près parce que Dan Bigra a plusieurs anecdotes avec elle, justement sur le fait qu'elle avait une tête dure, mais que ça lui a servi puis qu'elle a fait plein d'avancées pour les femmes aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, l'impact qu'elle a eu sur l'histoire. J'ai jamais vécu, moi, l'aide médicale à mourir avec quelqu'un, mais chaque fois que je l'entends raconter, je viens comme... Mon Dieu que c'est bizarre. Oui, de connaître la date de la fin. Oui, puis le moment, puis de l'organiser, puis de faire une cérémonie autour en sachant ce qui s'en vient. Même si, je veux dire, j'ai accompagné des personnes qui agonisaient, donc tu le sais que la fin, je veux dire, t'es pas fou, là, tu vois bien que la fin, c'est une question d'heure, où ça s'en vient. Mais c'est quand même spécial. Oui, mais je te comprends. Moi, j'ai une amie qui avait planifié ses funérailles avec sa mère. Elle allait décéder de la fibrose kystique, puis c'est particulier de te dire, tu choisis tes arrangements funéraires. Mais tu choisis tout, là. Tu choisis la journée parce que tu choisis aussi la journée que tu vas décéder, fait que tu peux choisir... Non, c'est vraiment... C'est une autre conception de la mort. Très bien, là, veut dire, plutôt que de souffrir. Mais c'est comme on dit, il faut s'habituer. Victoire du Canadien dans un registre plus joyeux qui, ce matin, là, il sera en série. Là. Ben oui, ce matin, on est 8e avec 73 points. Quel match important. Sincèrement, là, une victoire de 6-3 contre les Sénateurs d'Ottawa. Quel match du trio Dvorak, Anderson, Gallagher. Sincèrement, c'est une victoire Dvorak, signée. 4 points. 4 points, dont un but, 3 passes. Un but en échappé. Vraiment, là, c'est lui qui a marqué le premier. Très, très, très beau but en échappé. Mais jusqu'en deuxième période, c'était 2-1 pour les Sénateurs. Et là, ça a vraiment explosé en troisième. Lane Hudson, le magicien, a fait 2-2. Après ça, Anderson est revenu, a fait 3-3. Ouais. Et ça, j'étais content parce que je peux te dire que Montembeault, qui a été extraordinaire depuis la pause du match des étoiles, a été très bon. Et là, il a donné un mauvais but. Le troisième but n'aurait jamais dû rentrer. Un tir garoché de la ligne bleue. Je sais pas, je pense qu'il a dévié un tout petit peu, mais en tout cas, il a pas bien géré la rondelle. Et si ça avait fini 3-2 Sénateurs sur ce but-là, pour Montembeault, ça aurait été épouvantable, mais ses collègues l'ont pas laissé tomber. Exact, alors qu'auparavant, fin de première période, souviens-toi de son arrêt de mitaine spectaculaire, absolument. Ça avait été incroyable. Et quand tu dis, oui, ses coéquipiers l'ont pas laissé tomber, ça a été le cas du capitaine Nick Suzuki, qui a fait 4-3 en avantage numérique. Anderson et Gallagher ont complété dans des filets déserts. Si bien que, avec la victoire du Canadien, et la défaite des Rangers. Et là, c'est le scénario parfait pour Montréal, qui passe donc devant New York, 1 point. Et quand je vous dis que la course est importante, prochain match, c'est jeudi à New York pour affronter non pas les Rangers, mais les Islanders. Les Islanders, faut pas les compter pour battus non plus. Ils sont 10e avec 70 points. 3 points derrière. Donc, s'ils battent le Canadien, ils sont à 1 point du Canadien. Voilà. Exactement.